Alors retournez à votre voiture, là, qui appartient à Monsieur Hanner, au même titre que vous et vos sbires, et foutez-moi le camp. Moi, je ne vous reconnais aucune autorité. Tu vas reconnaître un fusil dans le cul. Soldats, j'ai reçu de nouveaux ordres. D'après nos supérieurs, la guerre est annulée. Sorry. Bonjour, bienvenue pour Close Call, le podcast de Close Up Magazine consacré à Brian De Palma. Émission focus pour les sorties en vidéo de Domino chez Metropolitan Film Export et la ressortie en 4K de Scarface en vidéo chez Universal et Carrie qui ressort aussi en salle pour aucune raison, juste que Domino ressort, hein, c'est ça à peu près Surtout que Carrie est pas déjà ressorti en salle. Il n'y a pas si longtemps que ça, ouais. Mais bon, il ressort. Donc, c'est pour Halloween, quoi. Ouais, pour Halloween, voilà, pour cette fin octobre, début novembre. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Alex, bonjour Seb. Bonjour la France. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Ça va ? Bon, tout se passe bien. Donc aujourd'hui, mission consacrée à Brian De Palma. Et donc Mathieu, parce que là notre Mathieu, là, il a eu du mal à lancer ce podcast, donc il va falloir l'aider un peu, là. Il est un peu fatigué, Non, je là. réfléchissais à un adjectif nommé un peu plus... parce que c'est quand même Brian un... De Palma. Ouais, c'est un vieux cinéaste, quoi. Ouais, il est plus du tout Le dans le... vieux Brian De Palma. L'ancien maestro Brian L'ancien De Palma. maestro, voilà. Je voulais pas être mal poli envers ce maître du cinéma contemporain, mais on va dire que sa carrière est derrière lui quand même. Ah bah clairement. Oui. C'est l'un des... On va dire que parmi tous les grands maîtres encore vivants du nouvel Hollywood, c'était le plus baroque, quoi, à une époque. Par rapport à Scorsese qui était plus urbain, plus fiévreux, quoi. Coppola, c'était plus lyrique, et Bogdanovich c'était encore un peu à part, quoi. Mais il n'est pas du tout dans la même bande parce que bon, ça fait quand même partie de cette commencer un peu génération l'émission. mais... De Palma fait partie de la petite bande Coppola, Scorsese, Le gang des Spielberg, barbus, le gang des barbus, t'appelles ça ? Ouais. Moi, Il y a eu toute une période années 70 où il y avait une petite bande sur les plages de Los Angeles, un peu hippie, qui traînait, où il y avait la bande de Palma, Spielberg. Qui ont redéfini les codes. George Lucas. Coppola, il était un peu l'aîné. Ouais, plus l'aîné, c'est lui qui soutenait un peu tout le monde, ouais. mais il y avait George Lucas, il y avait tous ces grands réalisateurs. Qui ont redéfini les codes du cinéma américain. Le nouvel Hollywood, le nouvel Hollywood, quoi, c'est ça un peu. Hein, et parmi tous ces cinéastes, De Palma, pour moi, c'est... Et celui qui est sur la touche depuis, quoi. Oui, mais si on prend tous ces grands films qui ont contribué à son cinéma, quoi, à faire de lui, à lui donner l'image qu'il a aujourd'hui, c'est le cinéaste baroque, formaliste, un peu excessif, quoi, parfois de mauvais goût, mais qui, en fait, pour moi, le cinéma de Palma, c'est le cinéma des morceaux de bravoure, en fait, quoi. Si on prend chacun de ces films, de ces grands films comme Pulsion ou comme Body Double, Blowout, il y a toujours au moins une scène qui sort du lot, vraiment un morceau de bravoure, quoi, où il n'y a plus que la mise en scène et puis la musique de Pino Donaggio, voilà. C'est un peu comme Hitchcock et Bernard Herrmann, quoi. L'un n'est rien sans l'autre, quoi. Et on se souvient en fait d'instants comme ça, des longues scènes où il n'y a pas de dialogue, en fait, où c'est juste la mise en scène et la musique, et voilà, ça propulse le film en fait à des hauteurs, Pulsion, et oui, en effet, on va parler maintenant de Domino. Oui, donc tu fais une bonne transition, c'est que voilà, donc l'émission aujourd'hui est focus parce qu'il y a la sortie de Domino, le dernier film de Brian De Palma en date. Qui n'est pas sorti en salle. Qui est sorti directement en vidéo depuis mi-octobre, c'est ça ? Qui a connu quelques petits démêlés. Qui a connu des petits démêlés. Bon, après, on va pas forcément pouvoir en discuter, mais bon, c'est très bref, de toute façon, on reviendra dessus, mais... sous le prisme de Domino et toute sa filmographie, quel est pour vous le dernier grand film de Brian De Palma ? Je commence ? Non, vas-y. Snake Eyes pour moi. Je vais essayer de... Vraiment grand film, en fait. 80. Pour moi, j'ai pas vu Domino, donc je vais vous laisser en parler, mais Passion, son avant-dernier film qui était sorti en salle, était une catastrophe pour moi. C'était vraiment
habituellement, même ces films qui sont considérés comme, enfin, qui sont sujets à polémique, à discussion, qui ne font pas l'unanimité chez ses fans, même Mission to Mars, quoi, je trouve qu'il y a toujours des choses à prendre, quoi. Même Femme Fatale, enfin on en parlera, mais il y a toujours des fulgurances, quoi. Passion, c'était vraiment le film, enfin, je sais pas, d'un vieux monsieur complètement dépassé, qui reprenait qui tentait désespérément de balancer ses effets de style, quoi, mais on sentait que l'envie n'y était plus, enfin, je sais pas, c'est comme s'il avait conscience lui-même que il tourne à vue, il quoi. était dépassé, quoi. Voilà, il rebalançait des trucs attendus comme ça, mais au mauvais moment, et ça tombait à plat, quoi. Le film était ringard, et ouais, pour moi c'est vraiment Passion, sans parler de Domino que je n'ai pas vu, qui est son seul film réellement raté, quoi. Après vraiment, si vous me demandez son dernier grand film, ouais, Snake Eyes, j'essaie de... Même s'il est imparfait. Il est imparfait, mais il y a vraiment des moments de grandeur, enfin rien que l'ouverture, le plan séquence, le faux plan séquence avec Nicolas Cage complètement film furieux. Quand même parce que c'est une seule unité de lieu et de temps, Ouais, quoi, il y c'est a un un match de truc. boxe. Il y a quand même un travail toujours sur, au niveau C'est de virtuose, l'image, quoi. quoi, ouais, de l'image, de la manipulation de l'image, enfin c'est une virtuosité de dingue dans le montage, enfin c'est Donc quand même le film d'un maestro, quoi. Après oui, j'essaie de me refaire, après avant Snake Eyes, c'est Mission Impossible, hein, Avant c'est Mission Impossible, avant Mission Impossible c'est l'impasse, donc on est vraiment au top du top. Ouais. Après sa dernière grande période, quoi. Après Snake Eyes, il a enchaîné Mission to Mars, Femme Fatale, Le Dahlia Noir, Redacted, Passion, Domino. Donc en fait, jusqu'à Redacted, moi je trouve que même Le Dahlia Noir, enfin il y a toujours des... Il y a des trucs C'est des films qui sont malades, au fait, quoi. Des films où on sent que ça s'est pas passé comme en fait, au niveau du montage, enfin c'est pas vraiment ces montages. C'est le renouvel Hollywood des studios qui prend la place et il s'insère pas dedans, il a toujours des problèmes, quoi. Il arrive que plus à imposer une vision, planté, il s'est planté. Parce que Mission to Mars s'est beaucoup planté, il a jamais pu retrouver la splendeur d'antan, je crois qu'il a jamais plus eu le contrôle sur un film, et c'est pour ça qu'il a tourné en Europe aussi. Ouais. Oui, en fait, De Palma, il est un peu dans la même position que Verhoeven, quoi. Sauf que Verhoeven est totalement libre, hein, alors que De Palma, on a l'impression qu'il... Ouais, oui, mais est-ce que par exemple, les films lui échappent, si on prend l'exemple de Verhoeven, est-ce qu'un producteur tel que Saïd Ben Saïd, avec Elle, mais avec Verhoeven, où il reproduit son prochain film, est-ce que un tel producteur avec Brian De Palma, on pourrait retrouver le De Palma, comme on l'a retrouvé avec Passion, comme on a retrouvé Verhoeven avec Elle, quoi. Moi je pense pas. Moi je pense Saïd que Verhoeven Saïd a produit Passion. Ah, ouais. Oui. Je pense que Verhoeven a toujours sa verve, en fait, et si on le laisse s'exprimer, voilà, il y a toujours ce jeu sur la morale, enfin voilà, il n'y a personne d'autre que lui qui fait du cinéma comme ça, mais je pense que vraiment De Palma, il est fini. Il est fini, je sais pas, j'aime pas parler il comme ça. Il a plus rien à dire. Enfin, je pense que il est un peu blasé peut-être, et je pense que ses mauvaises expériences au début des années 2000, ouais, l'ont blasé, et je pense que maintenant il tente désespérément de courir en fait après son succès passé, il tente de reproduire voilà, des effets, et vraiment Passion c'est l'exemple le plus flagrant à ce niveau là, c'est que la première partie on dirait un téléfilm Hollywood Night, quoi. C'est vraiment le champagne dans le bain moussant, les grands appartements de design, le sax en fond, c'est vraiment c'est ringard, quoi. Est-ce que c'est pas ça qu'il veut dénoncer? Je pense moi, pas. Sa sortie, Passion m'a captivé. Moi, je préfère même peut-être fois Passion par rapport à Crime d'amour de Corneau. Alors que j'adore Corneau, hein, mais tu vois la seconde partie après de Passion, en fait, il tente de balancer une succession de morceaux, le split screen interminable, les plans séquences, et ça fonctionne pas. En fait, on a l'impression que c'est plaqué, quoi, là-dessus, et qu'il court après ces effets de style qui ont fait sa renommée, mais qu'il y a quelque chose qui s'est perdu, et du coup, moi, en fait, ça me déprime un peu de voir ça. J'ai l'impression de voir un vieux maître, mais qui n'est plus qu'à comme Dario Argento, quoi, en fait. Il a plus rien dans le ils n'y arrivent plus, quoi. C'est qu'il pourrait pas, même si on lui laissait un bon budget, qu'il avait le temps, les moyens, je sais pas s'il serait capable de refaire un truc comme Impasse, quoi. Comme Scorsese maintenant, ou voilà. Scorsese, il n'a pas eu de ventre mou, en fait, quoi. Toujours quand même un peu, mais il est toujours revenu. Il a des films qui sont un peu moins bons que d'autres, mais il a pas de vraiment gros passage à vide comme De Palma, quoi. En fait, il y a toujours quelque chose, quoi. Je veux dire, c'est... Alors, De Palma... Bon, ça peut rentrer en ligne de compte pour Scorsese aussi, mais De Palma est un cinéaste avant tout très cinéphile. Vous le confirmez ou pas, peut-être, mais c'est vrai qu'il a toujours fait référence à beaucoup de films, à Hitchcock, à d'autres. Et est-ce que finalement, il s'est pas tassé un peu? Est-ce que sa cinéphilie, là, il a reproduit tout ce qui...
Je pense qu'au fait, Il est arrivé au bout de sa cinéphilie. il est arrivé à une période où il pouvait se permettre de ressortir comme ça. C'est un peu le premier cinéaste postmoderne, peut-être, quoi. Je sais pas. Je sais Dans le pas. sens où il a vraiment repris des effets de style de Hitchcock. Ouais, dans ses itérations d'Hitchcock. Pour l'intégrer dans un cinéma contemporain, en fait. Quoi. Ouais. Et genre, encore aujourd'hui, on assimile ça en fait, à un cinéma contemporain. Alors je rebondis, est-ce qu'il y a vraiment un style De Palma Bien sûr. à travers, Ah oui, à on travers reconnaît, ça en fait, à travers on toutes reconnaît, ces références. on reconnaît De Palma, en fait, on voit qu'il s'inspire de Hitchcock, mais en même temps, Hitchcock ne faisait pas les films comme ça. En fait, il reprend vraiment des figures du cinéma d'Hitchcock, quoi, au niveau de comment il filme les actrices, de la musique, enfin de la gestion du suspense, des longues plages comme ça où il y a juste la musique. Enfin voilà, il y a plein de choses, vraiment, on sent que son influence première c'est Hitchcock, mais il a propulsé ça à un niveau voilà, comme ça n'avait jamais été vu avant, quoi. Enfin, avec une maîtrise technique que permettait voilà, l'apparition de... Enfin, dans les années 70, voilà, il a peut-être de nouveaux outils à sa disposition qui lui ont permis d'aller beaucoup plus loin que ce que Hitchcock faisait. De toute façon, il n'y a pas la même audace derrière. Je pense que c'est deux personnages quand même différents. Oui, très. Fascinés par la même chose, le voyeurisme, hein, et les mêmes thématiques, mais... Je pense que voilà, sans Hitchcock, De Palma n'existerait pas, voilà, mais après il a poussé son cinéma à un niveau personnel, quoi. Enfin, on reconnaît ces grands films, tu vois Pulsion, je veux dire, après des gens qui ont d'autres personnes éventuellement à la même période ou même aujourd'hui qui essayent de reproduire cette façon de faire, et voilà, ça marche. n'est pas De Palma qui veut, quoi. Enfin, Pulsion c'est vraiment un sommet pour moi. Et même De Palma ça, vieux n'est pas le De Palma tu fais pas mal de transitions, mais ça sera peut-être une question de fin, mais tant pis, je la pose tout de suite. Mais quel est pour vous le De Palma moderne, un peu? Pas lui, mais qu'est-ce qu'on retient de son cinéma aujourd'hui? Quel est son héritage? Qui a repris le flambeau par rapport à Nayak? Honnêtement, qui a repris le flambeau, personne, quoi. Je vois pas, En fait, la question plus globale, c'est De Palma, de qui a nourri De Palma, quoi? Voilà, qu'est-ce que je repose Qui s'est nourri de De Palma? Qui s'est nourri de De Palma, Qui s'est nourri de De Palma dans les nouveaux, dans les petits jeunes qui sortent? Est-ce que le cinéma de Palma se répercute aujourd'hui chez des cinéastes, dans notre cinéma moderne, contemporain? Il est souvent cité comme référence par pas mal de réalisateurs, ouais. Mais moi je crois pas qu'il y ait un cinéaste plus particulier que les autres qui fait un des split screen en clin d'œil. Non, je vois pas. Éventuellement, peut-être, je sais pas, un Bonello en France. Un Bonello, c'est intéressant. Sur Nocturama, je trouve qu'il y a des choses comme ça, très formalistes. Même sur Saint-Laurent, t'as des trucs. Ouais, il y a des split screen comme ça, et je pense que. C'est pas du tout le même cinéma. C'est pas du tout le même cinéma, mais de Bertrand Bonello, c'est l'un de nos rares cinéastes cinéphiles et formalistes. Et enfin, tu regardes Nocturama, il y a du Carpenter, il y a du. Je pense que De Palma, si tu lui en parles, je pense que. Il pourra pas te dire non, quoi. Après, oui, c'est pas. Le cinéma n'a rien à voir, mais après, oui, il y a des. En fait, je pense que n'importe quel jeune cinéaste qui fait du cinéma stylisé, on peut, avec des effets de style comme ça très marqués, enfin peut-être même Nicolas Winding Refn, je sais pas, si on réfléchit à ça. J'y ai pensé un moment, mais je sais pas. Non. C'est plus cérébral. Cette question-là, parce que il y a des livres d'entretien qui ressortent, et donc l'émission aussi. Et du jour, c'est parce qu'il y a le livre chez Carlotta, Brian De Palma, qui ressort, la conversation avec Alex Tume. Avec Laurent Vachaud et Samuel Blumenfeld. Voilà, qui ressort expurgé de pauvres DVD qu'il y avait auparavant. Que j'ai acheté quand même. Et qui ressort là ces prochaines semaines. Mais d'où cette question parce qu'il y a eu quand même le documentaire De Palma de Noah Baumbach qui adore, et Jack Paltrow, c'est ça, hein, Jack Paltrow, qui adore Brian De Palma, mais qui voilà. fait pas du cinéma. Voilà, non mais donc il y a quand même des conversations, les journalistes s'en intéressent encore, la jeune génération va l'interroger directement pour des documentaires, mais il n'y a pas de cinéaste qui se revendique de Palma. Qui se revendique vraiment jusqu'à reproduire clairement dans leur cinéma. Non, en fait, je pense que c'est vraiment un cinéma qui appartient à son époque. Qui se revendiquent de Spielberg, de George Lucas, de tout ça. Mais... Même de Scorsese, mais c'est vrai que De Palma, c'est peut-être plus difficile, en fait. Il a vraiment, parmi le nouvel Hollywood, je le mets vraiment à part, en fait. Je pense que c'est compliqué, en fait. C'est à la fois très moderne, il a vraiment créé un nouveau type de cinéma formaliste, mais en même temps, il y a un côté kitsch, et je pense que c'est
compliqué de reproduire ce type d'effet de style dans un cinéma aujourd'hui sans passer pour justement un copieur. Je pense que si on veut faire un cinéma vraiment moderne aujourd'hui, on peut pas paradoxalement reproduire ça en fait, parce que ça appartient vraiment à son époque. En fait, c'était quelque chose qui était totalement avant-gardiste quoi, quand il a fait même Carrie quoi, ça fait partie de ses premiers films remarquables. Il avait quand même une sacrée... Non, il a beaucoup tourné avant, mais c'est vrai que c'est avec avant. Carrie qu'il connaît son vrai premier succès. Et il date de quand Carrie? 72? Il y avait Phantom Vos de Paradise quand même. 76, oui, qui s'est complètement planté, qui est devenu culte, mais qui s'est complètement planté au box-office. Il y avait Sort de Sang, c'est un succès. Ouais. Mais déjà à l'époque, en fait, il faisait des choses que personne d'autre ne faisait. Enfin, dans Carrie, il y a des scènes de. Sort de Sang était un peu unique à l'époque aussi. Oui, c'est un peu l'ancêtre du. Enfin, en fait, on peut rapprocher ça du Giallo, quoi. Sort de Sang. Même son cinéma en général, quoi. Il y a vraiment des liens à la mode. Dans Meurtre à la mode, il y a a quand même des touches de Giallo aussi. Ouais. Et le film est de 68, donc les Giallo n'étaient pas vraiment sortis encore. Et ça se répercute vraiment de psychose, de plus que ça. Tu regardes Opéra d'Argento, tu peux le. Enfin, je veux dire, il y a un côté. De Palma, il y a des moments de bravoure comme ça aussi, au niveau des gros mouvements de caméra, de la musique qui va à fond, le côté grandiloquent en fait. On peut les rapprocher les deux d'ailleurs. Oui, pour moi, il y a beaucoup de films de Palma qui frisent un peu le ridicule quoi. Ah, mais il en joue, mais sauf que dans ces films, ces grands films, même Body Double qui a vraiment des trucs kitsch quoi, et en même temps le film est réjouissant quoi. S'il tentait de faire un film comme Body Double aujourd'hui, je pense que c'est un peu ce qu'il a tenté de faire avec passion. Il se planterait en fait complètement quoi, parce que Body Double ça a été fait à une époque dans les années 80 où il pouvait jouer avec cette esthétique et ce côté un peu kitsch, enfin même les coupes de cheveux, mais il y a plein de choses dans Body Double qui raccrochent le film à l'époque à laquelle il a été fait, et si tu tentes de refaire la même, du coup on voit ça avec ça a un charme en fait quoi, même dans son mauvais goût ça a son charme, il y a toujours ces moments de virtuosité qui propulse le film à un autre niveau, alors que aujourd'hui je pense que vraiment tu peux plus faire ça en fait quoi, c'est plus l'époque quoi, et puis quand tu le fais c'est foiré parce que tu vois en fait quand quelqu'un en jeu, y compris lui, essaye de refaire ça en fait aujourd'hui, tu vois trop en fait à quoi il se réfère en fait, et du coup t'as l'impression les gens qui font ça en fait aujourd'hui ne sont plus au fait de leur époque en fait quoi, te tentent de courir après le cinéma d'une autre époque, et du coup ça empêche de proposer quelque chose de moderne quoi. C'est bizarre parce que malgré tout, tu vois, t'en parles, et dans Domino, c'est clairement, il essaye de s'attaquer quand même à un sujet moderne, le terrorisme. Daesh. Qu'il avait déjà fait avec Redacted. De manière plus passionnante. Dans un autre point de vue. Et il reproduit exactement des figures qu'il a déjà reproduites dans Passion, mais c'est d'une fadeur incroyable parce qu'il y a tout, quand même si le film est effectivement. On va remettre. Domino est un film au mot évident, c'est un film malade total dans tous les points. Mais tu vois, c'est ce qu'on en a déjà parlé hors antenne, et c'est ce que tu disais, c'est que même si De Palma a renié le film, il a eu des merdes pas possibles sur le tournage, mais je suis sûr que même en pleine possession de ses moyens, il n'aurait pas fait un bon Domino film. ne serait pas un bon film. Alors est-ce que De Palma est au charme tout aussi respectable de tous ses films, mais est-ce qu'il n'a pas un côté désuet aujourd'hui, même à revoir ses anciens films, à revoir tous ses grands classiques? Moi je prends plaisir à voir ses anciens films. Oui, mais est-ce qu'il n'a pas un côté désuet? T'en as certains qui ont pris un coup de vieux. Fury, des trucs comme ça, mais moi je revois Pulsion aujourd'hui, je prends un pied incroyable. Enfin, je l'ai revu à la Cinémathèque, pour moi c'est l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Enfin, vraiment, j'adore ce film. L'Impasse, c'est un chef-d'œuvre absolu, c'est grandiose, c'est même encore mieux à chaque nouvelle vision en fait. Bon, Scarface, n'en parlons pas. Scarface, il hante encore les murs de gamins. De mecs qui se prennent pour des gangsters. Non, mais de partout, quand t'as 12 ans, T'as vu Scarface, Qui n'ont pas compris qu'en fait que le mec est juste décrit comme un. Non, mais l'affiche se vend toujours autant pour Noël, quoi, pratiquement, parce que les gamins, ils arrivent à 10-12 ans, ils cherchent des figures un peu bad boy. Scarface, L'Impasse, c'est vraiment son chef-d'œuvre classique, hors intemporel, je trouve. Parce qu'il n'appartient pas vraiment à une époque. Oui, mais les gamins ne regardent pas l'Impasse. Non, il y a qu'à Scarface, puis après ils passent par l'Impasse. Parce que Tony Montana. Voilà, en fait, le fait toute l'iconographie du personnage. Puis chaque famille a un DVD ou une VHS ou une copie de Scarface dans sa bibliothèque. Le film, justement, Scarface, pointe quand même les limites
une partie du cinéma de Palma. Enfin, c'est vraiment plein dans les années 80 et c'est vraiment ça joue. Alors on peut dire oui, c'est volontaire, mais ça joue tellement de manière outrancière en fait sur la vulgarité de Parce que de c'est cette le époque, personnage. quoi, le côté clinquant. C'est le personnage, c'est ce qu'il Ouais, est. mais Et toi, ça t'a choqué? Non, ça m'a pas choqué. Ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une réelle fascination en fait, pour ce personnage, quoi? Est-ce qu'il critique tant que ça en fait, quoi? Oui, Parce que c'est un personnage qui se répercute encore Si, si. aujourd'hui à notre société. Il veut faire du spectacle avec ça quand même. Oui, mais quoi. c'est un immigré. Déjà, c'est un remake. Bon, c'est un remake. Puis c'est un immigré. Il arrive à Miami clandestinement. Il devient riche. C'est quand même le côté. Comment dire. Le rêve américain. Le rêve américain, c'est un peu Ouais, ça. mais est-ce qu'il Et tous ces critique vraiment gamins, ce tous rêve ces américain, immigrés qui arrivent, tu vois, tout ça. Oui, c'est un peu comme Spring Breakers quoi, aujourd'hui, tu vois, il y a ce côté tapageur et Ah, tu te c'est demandes pas le pareil. regard Il va y- qu'il y a sur ça. Il y a sachant quand même une qu'il- fascination à vouloir rendre beau Ouais, ce monde des vulgaires. Non, c'est et... non, c'est pas pareil parce que franchement, enfin, je sais pas depuis combien de temps tu l'as pas vu. Moi, je Ça l'ai fait un bout de temps, mais Moi je l'ai c'est pas- revu justement quand il y avait le cycle à la Cinémathèque et ça m'a frappé. C'est vrai que entre l'image de Tony Montana que les gangsters de banlieue admirent, le film te montre quand même que le mec est un gros minable, Ouais, pathétique et opportuniste. Et Il arriviste. devient le maître du monde, quoi. Il The devient- World is oui, mais c'est un- yours, oui, c'est mais ça. c'est quand même. Non, mais il a une fin minable, c'est sûr. Donc C'est la un fin minable, est très hein, Ouais, ironique, mais elle est quand culte même. cette fin. C'est Oui, oui, tous bien les sûr. gamins, ils rêvent de mourir comme Tony et Tony Montana. Mais justement, quoi. c'est peut-être là qu'est le problème du film. Je c'est que crois pas que le film le glorifie. c'est peut-être du pas tout. assez perceptible au fait le discours qu'il y a derrière, parce que pour que les gamins se disent c'est cool de mourir comme ça. Scarface, c'est un film cynique, hein. Ouais, je sais pas, mais si Un on parle Il y a cynique, hein. Stone derrière le scénario quand même. Ouais, mais Stone, c'est pas le mec le plus Sachant subtil que non plus même qui ils vont soit, encore hein, refaire. donc, Enfin, l'histoire est quand même assez intemporelle. Ils vont refaire un film Scarface, pas Scarface de De Palma, mais ils vont reprendre. Non, Avec dis un pas ça, immigré parce que mexicain. t'aurais pu dire ça dans les années 80 quand ils reprennent le film de Howard Oui, mais là Hawks. il a vraiment réutilisé, enfin Et il alors a pris une trame et pour la Là, c'est transposer dans Antoine, les années 80. là, c'est Antoine Fuqua qui va s'en occuper, il va mettre un Mexicain à la place, c'est ça Mais là, Donc- est-ce que c'est pas opportuniste justement de faire ça quoi? Bah, est-ce que dans les années 80 c'était pas opportuniste pour dire Ah, mais moi machin je te dis, Scarface pour moi ça c'est. parle quand même des réfugiés cubains dans le Eh cinéma ben, américain des années 80. On ne Là, parle pas tant que ça. sous Trump, avec les murs qui sont en train de se Oui, mais du construire. coup, c'est plus et les opportuniste. Parce que Fuqua, la franchement, c'est pas un- figure de l'immigré mexicain dans le cinéma des années 2010 se voit beaucoup plus que l'immigré Oui, puis cubain dans le Sicario cinéma et des tout années ça, 80. Fuqua c'est pas De Palma quoi. Moi j'aime bien Fuqua, j'aime bien ses films. Maintenant j'ai du mal à imaginer que Bon, pour le moment, un c'est mec lui. sur un après, projet c'est comme pas- ça, qu'il y ait vraiment une démarche d'auteur Parce que derrière. ça fait tu vois. des années que c'est en C'est en cours, mais C'est bon. une arlésienne quoi, hein, franchement. Moi, je garde toujours, enfin, je garde pas espoir parce que j'ai pas vraiment envie de voir un remake de Scarface, Pourquoi pas? mais Qui pour faire Pacino quoi, tu vois, le film tient vraiment Mais- pour la prestation survoltée de est-ce Pacino. qu'à l'époque quoi. il disait qui pour reprendre le rôle de Paul Muni. Paul Paul Muni. Muni. Mais Tu vois, faut pas voir ça C'est comme pas ça. aussi iconique le Ouais, Scarface c'est ça. de Le Howard truc, c'est Hawks, que c'est Howard Hawks. hein. Quand De Palma Ah, fait... Pour information, le Howard Hawks est fourni en Blu-ray HD dans la nouvelle édition. J'avais de- compris, du- Howard de- Hawks c'est de la fourni en 4K Blu-ray. UHD, en fait. Ah, la ils 4K UHD, enfin dans l'édition un peu collector, De Scarface, De ils ont mis Scarface. le Scarface de Ouais. Hawks. que tu trouves pas en. Oh, putain, me dis pas ça. Que tu trouves pas à part en fait. Ok. Parce que j'ai regardé si on pouvait trouver Scarface de Hawks à part en Blu-ray, et non, il est vraiment que dans cette édition là. Enfin Voilà, voilà, c'est hyper cher avec le trophée là. 80 Alors balles. j'ai pas regardé parce que j'ai pas trouvé l'édition Simple, simple. l'autre fois je l'ai vu. je me suis pas fait. pour moi Faudra vérifier. pour terminer, pour moi Scarface. Voilà pour la petite c'est- information de vente. On n'est pas sponsorisé, hein, je vous le dis, c'est juste pour C'est juste qu'on aime le l'information. film. Voilà, on aime le film et autant être Ouais, précis mais sur c'est l'édition, la nouvelle. Donc, Sur un Blu-ray déjà. Pour faudra moi, faire un cadeau pour Noël. Pour moi, Scarface, c'est l'archétype du film. C'est comme ce que je disais, Spring Breakers ou Ils s'en inspirent vraiment. hein. ou Showgirls. Quand on parlait de Verhoeven tout à l'heure, c'est des films qui, en fait, ne peuvent pas être compris par tout le monde parce qu'ils jouent tellement sur une iconographie outrancière que l'ironie du propos n'est pas forcément perceptible par tous. Je trouve que Verhoeven s'en sort beaucoup mieux dans Showgirls. Parce que c'est encore. Il va tellement loin en fait dans le sarcasme et dans la vulgarité que en fait à chaque instant tu vois le regard narco. En fait c'est génial quoi. Vraiment tu t'imagines le mec qui sabote quoi, vraiment tout cet univers. Et je trouve que dans Spring Breakers c'est pas perceptible de la même manière. Bon, on va pas parler de ça parce que c'est pas le sujet, mais c'est des films que je rapproche quand même. Et Oui, il y a une référence. Scarface, je pense qu'il y a. très Ah oui, évidente, hein. dans Spring Breakers, les gens parlent carrément. Enfin, Ouais. en tout cas, James Franco, je sais plus. Enfin, il y a une Oui, non, mais référence c'est une avec référence. les vidéos. Mais voilà, je trouve que c'est des films qui ne maîtrisent pas forcément. Enfin, je pense qu'il faut
on peut en discuter, quoi. C'est pas aussi simple que ça. En fait, Showgirls, c'est vraiment pour moi Verhoeven c'est celui qui a le mieux maîtrisé en fait ce discours et encore tranché, sarcastique, et ça n'a pas été compris à l'époque. Donc voilà, mais 15 ans avant, c'est ça, c'est 15 ans avant, hein, pratiquement Showgirls. Showgirls, c'est 80. Non, 94, 95, 15, ouais. Et donc 15 ans avant, c'est ça 83, Scarface. Ouais, bon, 10 ans avant, il s'emploie quand même à décrypter toute la grossièreté de l'Amérique sous Reagan. Il y a ce côté qui croit que c'est le rêve et finalement. Mais ça il y a que ce côté spectaculaire en fait, quoi. Il y a ce côté vraiment. C'est un blockbuster tapageur, vouloir plaire à hein, tout le monde, alors que Spring Break. Showgirls, c'est un film, c'est un suicide en fait, quoi. Oui. Il fait ça, il sait que de toute façon il va se faire démonter, quoi. Il cherche pas à séduire, quoi. C'est un film qui est volontairement agressif et voilà. Alors, et moi j'adore Showgirls, je trouve que c'est vraiment un grand film. Mais Scarface, est-ce que De Palma n'a pas été plus subtil que Verhoeven alors dans ce cas-là? Bah, je sais pas, parce que Verhoeven ça n'a pas été compris à l'époque et maintenant c'est quasi unanimement reconnu comme. Alors que Scarface est toujours reconnu. Ah non, Scarface c'est quand même discuté par. Enfin, c'est pas tout le monde qui adore ce film, quoi. Même dans les admirateurs de Palma, c'est quand même discuté, quoi. La fascination qu'il pourrait y avoir pour ce personnage. Voilà, je sais pas, c'est compliqué, quoi. Moi je trouve, franchement, la dernière vision, j'ai trouvé ça assez évident que le mec est présenté comme un gros con. Mais après, c'est vrai que par exemple, quand on fait un film, que tu montres un film comme Showgirls aux meufs, elles vont pas avoir envie de devenir stripteaseuses et danseuses seins nus. Alors que quand tu montres Scarface à des ados, c'est cool, quoi. Ils se disent putain, c'est cool, le mec il se fait shooter à la fin, comme une grosse merde, quoi. Alors, câliné, complètement fou furieux. C'est plus facile d'être fasciné par Scarface que par Showgirls. Est-ce que De Palma derrière ne répond pas à Scarface avec l'impasse? Ou il réécrit un peu son héros, parce qu'on va dire que le héros de l'impasse, Carlito. Est un peu un copier-coller de Scarface quand même. Non. En moins excessif. Moi par exemple étant gamin, quand je voyais l'impasse, je voyais un peu une semi-suite de tu fais le rapprochement, mais le personnage de Carlito est beaucoup plus fataliste et intelligent que Tony Montana. Prison. Au départ, on sait pas comment il est. Pas comment il était. C'est peut-être comme si Tony Montana était allé en tôle et il ressort. Est-ce que c'était pas ça? Ouais, ça peut être ça, s'il était pas mort. Est-ce que c'est pas sa réponse en fait à Brian De Palma de dire j'ai fait Scarface, mais je sais pas. Regardez comme initiative. Dans l'impasse, le personnage excessif, c'est Sean Penn, quoi. Ouais. C'est l'avocat cocaïné. Oui, on retrouve des aptitudes de Tony Montana, quoi. Ouais, clairement. Qui trahit son pote. Et tout. Non, mais pour moi vraiment l'impasse, c'est infiniment supérieur à Scarface, c'est vraiment son chef-d'œuvre avec Pulsion dans un autre registre pour moi. Totalement. Et moi, je suis d'accord avec Scarface. Ouais, vraiment, l'impasse, je l'ai revu à la Cinémathèque, j'ai pris un pied. En salle l'angle. On n'est pas sponsorisé par la Cinémathèque, hein. Non, mais bon, moi j'y étais aussi, ce soir on était à la même séance. Peut-être à côté et tout. Franchement, il y a une succession de morceaux de bravoure, c'est juste grandiose, on avait frisson tellement c'est du cinéma à l'état pur. La dernière séquence dans la gare, c'est mythique. Un gros morceau de bravoure. Truc que tu retiens, comme tu retiens les escaliers dans Les Incorruptibles ou. Merci pour la transition. Alors on va parler un peu des adaptations parce que c'est quand même le réal qui a fait les plus grandes adaptations de séries télé, parce que bon, il y en a eu beaucoup. Et celle qu'on retient le plus, parce que c'est des films qui sont inspirés de séries assez aujourd'hui pas oubliées, mais bon, assez nostalgiques. À savoir Les Incorruptibles, Mission Impossible. Il a réalisé les 2 plus grandes adaptations de séries télé au cinéma, quoi. Même aujourd'hui, je veux dire, les adaptations de séries c'est rarement réussi, c'est comme les adaptations de jeux vidéo, quoi. Il y en a plus de foireuses que... les réussies se comptent sur les doigts d'une main, quoi. Les Incorruptibles Non, mais Mission Impossible, la saga Mission Impossible est vachement bien, vraiment, je l'ai revu à la Cinémathèque aussi. Il n'y aurait pas eu la réussite de Palma sur... Pas dans le cycle de Palma. Il n'y aurait pas eu la réussite de... Il n'y aurait pas eu de Palma dans Mission Impossible, je suis pas sûr que le film aurait marché. Le film n'aura pas été pareil, quoi. Parce qu'il ramène toute la séquence de la fin de le TGV. Ça c'est le gros. Il y a le côté un peu. C'est pas De Palma, quoi. Cette scène finale, c'est le gros morceau de bravoure. C'est De Palma qui l'amène. C'est De Palma qui l'écrit et qui l'amène. Il n'y avait pas du tout de fin. Hein. C'est lui qui. Mais je sais pas, on parce qu'il prenait pas la patte. Il va la chercher. En fait, cette séquence du train était faite pour Les Incorruptibles. Qu'il n'a pas pu faire à l'époque, où il s'est pas rattrapé, mais il s'est
il a retravaillé la scène pour en faire pour la caler dans pour Mission Impossible. pour la refaire. En fait, à la place, il y a la scène du landau dans les escaliers. Dans les Incorruptibles, oui. Les Incorruptibles. Mais sinon, la Pour séquence ralenti. du train, cette fameuse séquence du train devait être une séquence des Incorruptibles où ils n'avaient pas le budget, les producteurs n'ont pas voulu avancer l'argent pour. Et donc, comme il y a eu du budget. Alors le tournage était fini, ils sont repartis en tournage pour la faire, parce que Tom Cruise et lui n'étaient pas satisfaits de cette fin, contraire des producteurs autres, et Tom Cruise l'a soutenu et a pu libérer de l'argent pour refaire cette séquence du train dans le TGV, aller de De Palma. C'est une scène de De Et Palma. pourtant, mais on c'est pas reconnaît la pas. scène la plus purement De Palma. La scène, Ah non, c'est la pour scène moi, muette. tout- C'est la scène muette où il est suspendu dans la. Bah moi je parlerais plus de la scène au départ où Tom Cruise avec le pont, tout ça, toute l'introduction. Ouais, l'intro, Toute la c'est première top. partie, c'est Ouais, très De mais Palma. c'est- Quoi. La scène et muette, tension, t'as pas un bruit, quoi. C'est vraiment le morceau de bravoure purement de palmien. Pour Alors, moi, quoi. si on prend On tout ça, parce que retient c'est du quand même film. les trois séquences clés du film, on va Ouais. dire que Mission Impossible est un film de Brian De Palma. Ah oui, complètement. purement. Il a réussi à ramener le blockbuster années 90 typique dans son cinéma, quoi. Alors que c'est un pur film de Tom ça- Cruise, hein, c'est une C'est un commande, blockbuster d'auteur en fait, quoi, quelque part. Hein. Ouais, Mais de toute façon, Tom Cruise, on peut dire ce qu'on veut sur lui, mais le mec, il gère sa carrière à merveille, il a un vrai respect du spectateur, en fait, il veut proposer le meilleur spectacle possible, et c'est pour ça que la saga Mission Impossible, elle en est là où elle en est aujourd'hui. Je veux dire, c'est limite mieux à chaque nouveau film. Donc, mais Oui, ça a mais c'est été parce que impulsé aussi par Brian De Palma en premier mais film. parce que Brian De Palma a réalisé un grand film en premier, quoi. Ouais. Sans Après, le il y a succès. eu le John Woo qui aurait pu tout flinguer parce que c'est vraiment un gros nanar, quoi. Et- Bah, c'est non, mais remis dans son contexte. C'est un pur produit de son époque. Ah oui, pur oui, produit voilà, de son c'est- époque de l'instantané. Je me souviens cet été-là quand il est sorti. Ah, je l'ai vu à sa sortie. Moi, Au tous Grand mes Rex, potes, mon père m'a tous emmené, mes j'étais tout petit. Tout mon entourage a Ouais. été le voir en salle. Hein. Ouais. C'était la grande attente de Ouais. cet été-là. Hein. Pas moi. Mais il se regarde plus aujourd'hui, quoi. Non, t'étais trop jeune encore, Non, t'étais dans le berceau. Bah non, on a le Bah même non, âge. on a le même âge avec ça. Non, mais J'avais 8 ans. C'était, Non, moi je me 9 souviens ans, des c'était- bandes annonces au c'était- cinéma où ils montraient souvent Moto, c'est la première scène, Oui, la moto, non, mais et puis quand il mais escalade à c'est- main. Non, mais j'avais incroyable. kiffé ça quand Ouais. j'avais 9 ans. Oui, mais tu kiffes quand t'es gosse, mais quand tu le revois, c'est celui qui a le prix le plus dans la gueule. Plus cher, bah, c'est Bon, vraiment en dingue, quoi. tout cas, Brian De Palma. Oui, parce Un que même impulsé. les A Incorruptibles, réussi, c'est un et même pur les film de Incorruptibles, hein, Palma, c'est incroyable, hein. un peu plus sage quand même que certains. Il y a quand même mais des moments il y a de quand même férocité. des Enfin, le moments- meurtre quand Al Capone Ah, la batte là. à la batte, putain, ça fait mal hein, quand même. Hein, Mais il n'y a pas c'est de du scripting, sauvage. il n'y a pas, c'est vrai qu'il n'y a Non. pas les tics. Et les T'as tocs t'as de- le ralenti, t'as la grosse Le- scène le au ralenti landau, qui dure 3 plombs. Oui, voilà, mais bon, c'est pas. T'as pas de split screen. T'as quand même de la violence qui, voilà, stylisée Oui. et en même temps brute, quoi. Enfin, Mais il est moins c'est- prégnant sur le film en fait. Le film existe en tant que tel, mais il est beaucoup Ouais, moins. mais parce qu'il sait s'adapter à son sujet aussi. Voilà. Les Incorruptibles méritaient un traitement un peu plus classique et il le fait. Oui, Sur En même temps, Impossible, tu vois Ben Affleck qui fait un quasi-pompage des Incorruptibles avec Live by Night. Ouais. Et tu vois, voilà, c'est pas la même chose, quoi. Enfin, c'est là que tu vois quand même que De Palma, voilà, quoi, même dans un film a priori plus classique, enfin à cette époque-là, quoi, quand il était au sommet de ses possibilités, quoi. Même un film qui paraît plus classique dans sa facture, bah, en fait, voilà, quelqu'un d'autre ne le ferait pas comme lui, quoi. Les Incorruptibles, prends n'importe quel autre réal qui était un bon De l'époque, bon aussi. faiseur à l'époque ne l'aurait pas fait Non. tu prends un Badam il n'aurait pas fait de la Ah même non, mais tu manière, peux pas tu comparer. vois, Tu peux pas comparer. ou Brian De un Palma. Peter Yams, tu vois. Ouais. Ah, Mais bon, je compare pas Peter Yams à. Bah non, à mais Brian voilà, De mais Palma, c'est hein. pour ça que tu. En fait, à cette époque-là, il voilà, était unique. c'est- Il était unique. un avec gros le- film quand même, en plus en blog. Enfin, Les Incorruptibles est quand même. Je sais pas s'il était sorti en vendu comme blockbuster. un- Si, il est sorti en Je blockbuster. sais pas, Ah, c'est hein. quand même, c'est pas, tu peux pas emmener des enfants voir ça, tu vois, donc c'est pas le blockbuster. Ça s'ouvre quand même par le meurtre d'une gamine. Ouais, Enfin, puis bon, Kevin Costner n'était pas si connu que ça, parce qu'il Non, était c'était- en 80. Ah, il avait déjà fait Robin des. Non, c'était avant Robin des Bois. C'est en 87, Ouais. il était tout juste. Hein, T'avais Sean Connery. Sean Connery. Voilà, Sean bah, Connery c'était était la dans le valeur creux, sûre hein. du film. Il était dans le creux, hein. Ouais. Parce qu'il y a quand même beaucoup de grands. À part Robert De Niro en Al Capone, où c'est Mais vraiment la qu'on bonne. voit pas beaucoup, quoi, en fait. Oui, mais bon, Non, mais au c'était haut de un peu l'affiche, un c'est un peu le argument de c'est un peu le vente, Marlon oui, bien sûr, ouais. c'est un peu le Marlon Brando ou le Gene Hackman de Superman, quoi. Il est au haut de l'affiche, mais on voit peu. Et le film repose beaucoup sur Andy Garcia, Sean Connery et Kevin, quoi. Sacré casting. Kevin ouais. au Robin des Bois Costner. Mais, Est-ce qu'aujourd'hui tu peux réunir des castings pareils quoi, dans un seul film, quoi? Ouais. dans Marvel, en regarde. Oui, mais ils ont rien à jouer, quoi. Non, mais enfin, on prend chaque acteur, soit ils sont au début de leur carrière, Andy Garcia, Kevin Costner sont au tout début, Sean Connery est au creux, il repart grâce aux Incorruptibles derrière, et Oui, parce surtout qu'il a eu après l'Oscar. Indiana Jones. Et il a eu l'Oscar pour ce film-là. Meilleur second rôle. Mais il n'a pas. C'est ce que je dis, c'est qu'après, à part Robert De Niro, il n'y a
pas grand monde sur le casting, hein. C'est vraiment les incorruptibles. Alors que rétrospectivement, tu fais putain le casting Ouais, de fou. Costner, Garcia, Connery, De Niro, tu fais putain. Alors qu'aujourd'hui Garcia, il fait 3e ou 4e rôle dans La Bulle. Dans Passengers. Dans Passengers, il a une scène. Il est figurant pratiquement. Ça fait mal, ouais. Et dans La Bulle, il est 4e rôle. Quoi. Ouais. Bon, il tourne avec Clint Eastwood, mais bon, quand même. Quoi. Ouais. Non, ça fait... Alors que quand tu le vois dans Le Parrain 3, putain, c'est un rôle grandiose quoi. Putain d'acteur, un grand acteur. il a eu sa période Mais dans il a eu les sa années période, 90. Ouais, mais je sais pas, il s'est passé. Qui vieillit pas trop, hein, quand tu le vois, tu te dis tout de suite. Mais je sais pas ce qui s'est passé parce qu'il était c'était un des plus prometteurs de sa génération quand il est arrivé, Garcia. Il y a toujours des creux comme ça. Ah oui, enfin il y a des creux. Ouais, enfin, lui pour le coup, c'est pas un creux, c'est le toboggan. Figurant dans Passengers, c'est indigne. Moi je pense surtout que dans Passenger il y a des scènes coupées. Je pense qu'il a été coupé au montage. Ouais, mais quand même. Mais Garcia a eu des envies de réalisation, il a fait des films, ils sont pas trop sortis, ils sont surplatés. Je l'ai vu dans un film sorti au Publicis, je crois, qui s'appelait Christeros. Ah oui, c'est ça, c'est son dernier. Qui était pas si nul que ça, mais c'était quand même un gros pudding, téléfilm de luxe. Il y avait des essais quoi, mais je pense qu'il y a des envies d'ailleurs chez Andy Garcia. Mais pour revenir sur Brian De Palma, ces deux séries sont quand même deux sacrés monstres quoi. Mais donc on a fait un peu le tour, c'est vrai, sur il y a quand même une partie de Palma assez comment dire on peut peut-être parler maintenant polémique, de ce film un peu malade quoi. Ou polémique déjà parce qu'il y a Outrage. Ah mais Outrage pour moi c'est un de ses plus grands films donc Outrage, Redacted. On peut parler de ces films de guerre ouais. Pour moi Outrage Domino aussi leur répond parce qu'ils traitent Daesh comme ils traitent la guerre du Vietnam et le comportement des Américains. Je pense qu'il faut parler de Outrage et de Redacted parce que je pense que c'est des films vraiment passionnants. Ah bah c'est deux films miroirs de toute façon, ils se répondent. Ça c'est clair parce qu'ils ont à peu près la même histoire. Je pense que c'est les films les plus, enfin surtout Outrage, les plus choquants que j'ai vus sur la guerre. Bah en fait ils se répondent parce qu'en fait il prend le pouls d'une guerre au Vietnam où les Américains ont fait un peu ce qu'ils voulaient. Et, le viol quoi, c'est vraiment ça. Le viol, mais bon, ils ont fait ce qu'ils voulaient, c'est un peu ça. Et c'est ce qui se passe, et c'est ce qui se passe aussi dans Redacted, c'est exactement la même histoire dans deux lieux différents pour deux conflits où les Américains se sont pris une branlée parce qu'ils sont arrivés comme la queue entre les jambes. Alors ils sont arrivés comme des cowboys. Voilà, pour préciser, Redacted est exclusivement en fond de footage, c'est ça Enfin c'est pas vraiment du ça utilise des codes, ça utilise plusieurs formats d'images en fait, vraiment tous les codes faux documentaire quoi. Des images retrouvées, il y a des images webcam, enfin il utilise tous les codes comme ça, mais je trouve c'est un film qui est moi je l'ai vu qu'une fois. Je crois que c'était vraiment polémique, ça n'a pas convaincu tout le monde à sa sortie. Je crois que c'est assez lourd. Au niveau du discours même du film, je pense qu'il y a des ambiguïtés. En fait, c'est assez lourd pendant tout le film parce qu'il se passe pas grand chose. Tu suis les soldats, tu les vois un peu plongés dans la folie parce qu'ils s'ennuient, ils savent pas quoi faire, ils sont plantés là dans un pays en conflit, ils se demandent ce qu'ils foutent là. Et puis pour se venger, un peu pour expurger toute cette fureur, toute cette... il se défoule sur une famille, et ce qui va donner la polémique, quoi. Mais, parce que ça a vraiment montré le vrai... C'est un fait divers. Oui, mais ça a montré le vrai visage de ce conflit. Un fait divers parmi d'autres. Mais ça a montré vraiment... Ils ont cramé vif, je me rappelle plus trop, je crois qu'ils ont cramé vif la gamine, je sais plus. Ils ont assassiné toute la famille, ils l'ont violée, et puis... Et après, ça se termine par la décapitation de... face caméra quoi, en mode webcam. Donc en fait le film joue vraiment sur la manipulation des images et sur la véracité en fait, sur une véracité très troublante en fait. Quand tu regardes le film, ça met mal à l'aise parce que comme il utilise des codes en fait un cinéma, c'est pas je peux pas appeler ça cinéma vérité, mais bon, il veut te faire croire que c'est du documentaire quoi en fait. Donc tu vois ça, t'as l'impression d'être devant sur un site où t'as les vidéos des exactions de Daesh quoi aujourd'hui. Enfin à l'époque c'était pas Daesh encore, mais bon. C'est comme si tu voyais en live une décapitation quoi, devant ta webcam et tu te dis putain quelle est ta place de spectateur face à ça, tu vois, c'est très voyeuriste en fait, il joue sur ça, mais du coup forcément le film est polémique quoi, par rapport à Outrage, je sais pas comment il a été reçu à l'époque, mais il était un peu moins parce qu'il y a eu toute la part. Il y a vraiment le discours de Outrage est plus audible peut-être que Redacted, et je trouve que c'est vraiment le film le plus percutant moi que j'ai vu sur la guerre en général et sur les exactions, le casting par à travers le personnage de Sean Penn. Parce qu'il y a Sean Penn, mais il y a quand même Michael J. Fox qui est un peu le genre idéal de l'époque, après les Retours vers le futur et toutes les autres comédies à succès qu'il avait fait, qui est là dans un film de guerre et qui va être pas le porte-drapeau, pas le porte-message, mais le regard du spectateur envers
travers ce... Ouais, c'est le regard moral, au fait, quoi. Il est là, il est pas... Et pareil, il c'est ne une bande de cautionne gamins qui savent pas qu'est-ce qu'ils foutent. dans... Et voilà, et c'est la même histoire, c'est cette bande de gamins de New York américains qui part au Vietnam là-bas et qui sait pas qu'est-ce qu'ils foutent là-bas en fait. Ils se retrouvent dans un conflit, ils pataugent dans la boue, ils errent dans la jungle et ils savent pas quoi, et puis ils perdent pied. Pareil dans Redacted, les gars. Mais ça n'excuse pas quoi. Ouais, mais t'as un vrai repère moral. moral. Non, c'est un regard d'un réalisateur qui dit voilà, on est parti sur ces deux conflits. On a plus envoyé des gamins complètement démunis face à ça et on s'en est servi pour des choses complètement abjectes. Et finalement, toute cette frustration qu'ils ont emmagasinée là-bas, ça s'est répercuté sur des faits divers totalement terrifiants, quoi. Et qui, la plupart du temps, c'est étouffé, quoi. Et là, le repère moral du spectateur, c'est Michael J. Fox qui, il assiste à des choses intolérables que lui ne peut pas cautionner. Il n'arrive pas à réagir sur le coup, quoi. Mais après, il peut pas vivre avec ça, quoi. Donc, il y a un vrai discours, quoi. Et je trouve que le film est beaucoup plus subtil, par exemple, qu'un Platoon, quoi. Je trouve qu'Oliver Stone, on parlait de lui tout à l'heure parce qu'il a scénarisé Scarface. Je trouve qu'il est balourd, quoi, en fait. C'est lourd, mais c'est percutant. Dans ses meilleurs films, c'est vraiment percutant. Je trouve que Platoon, c'est un film vraiment de gros bourrin, quoi, en fait. Je trouve pas, hein. Il a vécu la guerre de l'intérieur, donc il sait bien la retransmettre. Mais je sais pas, au niveau comment il retransmet la violence, je sais pas, il y a une complaisance, en fait, une façon d'en faire un spectacle, quoi, alors que dans Outrage, il te met vraiment face à tes responsabilités, quoi. Tu vois, le spectateur voyeur et... Enfin, je sais pas. Il montre vraiment la fureur du... Après, il va pas... Le personnage de Tom Béranger est quand même bien bourrin, c'est pas sa manque de subtilité. Il est malade, il est connard. Oui, non, mais bien sûr, mais je compare au personnage de Sean Penn dans Outrage, qui est objectivement un gros enflure, quoi. Mais je peux cautionner aucun de ses actes, quoi. Et pas le même genre d'enflure. Ouais, c'est pas le même genre. En fait, je sais pas, la façon dont c'est amené, il y a un vrai discours. Ils cherchent pas la même chose entre les deux films. Stone ne cherche pas la même chose que De Palma, en fait. Parce que De Palma n'a pas vécu cette guerre-là. Peut-être, mais du coup, il a un regard plus subtil, je trouve. Je trouve que Outrage, c'est vraiment le trésor caché de sa filmographie. C'est vrai que j'y pensais même plus. Il est tout seul, il est au milieu. Il répond d'autres films, parce que pour en venir à Domino, quand il parle de Daesh, bon... Ouais, il y a une scène d'attentat terroriste en split screen où tu vois les terroristes qui filment. Donc il y a quand même la thématique de la manipulation des images, tout ça, mais collé... c'est quoi qui va pas, la montée des marches du festival de Rotterdam, c'est ça? C'est quoi qui va pas dans Domino concrètement, comme je l'ai dans pas Domino, vu, c'est pas un film en fait. Non. C'est un bribe de film, c'est un essai. Et puis il te pose des trucs qui ont fonctionné dans d'autres films, la scène de l'ascenseur un peu tendue au début, comme Passion, comme Passion, c'est exactement la même chose que Passion. En fait, c'est un puzzle en fait, c'est un puzzle du cinéma, c'est un puzzle. Parce que t'as des trucs tu t'arrives dans le film tel quel, quoi. T'arrives dans Passion, dans Domino, t'es tel quel. Et puis t'y crois pas du tout. C'est quoi ces personnages? Tu crois pas au personnage du tout. Coster-Waldau, il est très mauvais. La direction d'acteur. Apparemment, Guy Pearce et Karen Gillan sont super mauvais, quoi. Guy Pearce, c'est un fantôme, il apparaît, il ressort, il revient. Ils sont tous mauvais. Mais qui c'est ce gars en fait? Pourtant, t'as des thématiques. À la base, le film, je sais pas ce qui s'est passé, mais sur IMDb, il y avait marqué 2h30. Et d'un coup, c'est passé à 1h29. Et on sait pas ce qui s'est passé. Pour moi, il manque des séquences. Mais il manque des séquences, mais honnêtement, ça n'aurait quand même, je pense, pas fait un bon film. Mais il manque des séquences. Clairement, il y a des trous. Parce que même son morceau de bravoure du film qui sur se le passe toit dans la corrida, le mélange entre toit et corrida, parce que... Ah oui, moi je pensais plus à la course poursuite sur le toit. Non, parce que c'est vraiment pensé, je pense, comme le morceau de bravoure du film, la corrida. C'est au ralenti, il y a un gros moment de tension, tu sais pas s'il va se passer un attentat ou si ça va être déjoué. C'est fadasse, quoi. Alors que ce serait le De Palma de 20 ans plus tôt, par exemple un film malade comme Mission to Mars, t'as des scènes qui sont incroyables. Il a le budget aussi. Tu te dis, là, il a pas de budget. Il a pas de budget, mais ça n'a jamais empêché un cinéaste de faire des... Là, il a fait ce qu'il pouvait, mais par exemple... ça n'est pas suffisant, pour expliquer un peu... Ressaisis-toi, bordel. Pour expliquer un peu le problème de Domino, il a été tourné avec des Danois. Le producteur, il a été appelé par des producteurs danois qui lui ont promis une certaine somme d'argent, ce qui était très suffisant pour faire un grand film. Et au fur et à mesure des journées, ils lui ont coupé l'argent et il s'est surtout retrouvé avec des techniciens qui ne sont pas venus sur le plateau parce que ils n'étaient pas payés. Et donc, n'étant pas payés, ils ne sont pas venus. Donc Brian De Palma a attendu des jours et des jours
tout comme les comédiens, dans sa chambre d'hôtel, à devoir retravailler les séquences comme ils pouvaient avec le budget qu'ils avaient. C'est ce qui s'appelle un film malade, c'est sûr, mais je pense qu'en Non, mais au bout d'un moment, malgré tout, quand t'es Brian De Palma, même si tu te retrouves avec une équipe genre étudiant, tu arrives à faire quelque chose. Stagiaire, bah tu peux pas te retrouver, enfin t'as quand même un casse de ouf et tu peux pas te retrouver à faire. Tu fais ce que tu peux en fait. Je l'excuse pas, hein, non, mais ce qu'il est. Non, mais quand je le regarde. Je veux dire, c'est pas grave en soi qu'il faut un film, voilà. Non, mais quand je le regarde, en fait, il me fait beaucoup penser à un Brian De Palma qui aurait une équipe d'étudiants autour de lui. Ils auraient essayé de faire un film. En fait, c'est ça que je ressens. Et ce que j'ai ressenti face au film, j'ai l'impression que Brian De Palma était prof de cinéma et qu'il était là avec des étudiants et ils ont essayé de faire un film. Ouais. Moi je ressens le qu'ils avaient peu de machin quand tu dis la corrida, mais je pense parce qu'ils ont qu'une caméra, ils ont qu'un système d'éclairage, le drone il leur sert à faire plein de choses et finalement ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils ont fait bon bah on va tourner ça comme ça juste pour sauver parce que le truc était engagé. Et je pense que se retrouver avec une équipe diminuée très limitée parce que les producteurs payaient pas, bah forcément. Non mais ça joue pas en faveur du film, mais malgré tout, tu lui aurais filé. Malheureusement, il a pas la chance. Le film n'aurait pas été bon. Il a pas la chance de Netflix ou enfin d'être Scorsese où ils ont 150 millions de dollars. Enfin, quitte à ne pas accepter le fait que ces films ne sortent plus en salle, bah autant qu'il aille chez Netflix quoi. Au moins il sera garanti de pouvoir faire le film qu'il veut. Laissez voir de Palma. Et là, si le film est foiré, intéressant justement. On saura que c'est vraiment fini quoi. Je pense que De Palma, on le jugera vraiment quand il aura un budget de 50 ou 100 millions de dollars et qu'on lui dit t'es libre, fais-nous quelque chose à la Verhoeven quand il fait Elle ou quand Scorsese aujourd'hui quand il fait Irishman ou quand Spielberg nous fait Pentagon Papers quoi. Oui. J'allais dire Ready Player One. Non mais quand il fait Pentagon Papers, quand il fait c'est un grand film, bah voilà, laissons voir. Le Pont des Espions. Ou Le Pont des Espions. Spielberg n'a pas eu il a fait des mauvais films, il n'a pas eu de période de creux quand même comme. Il a toujours enchaîné. Il a toujours fait des grands succès quoi. Mais bon, c'est sûr que si Verhoeven, il a eu une grosse période où il a rien fait. Par exemple, si il a rien perdu de sa force quand il revient avec Black Book. Avec Elle, il a fait de 10 ans. Tu peux pas comparer Black Book à Domino. Non, bien sûr. Domino, pour moi, il s'est tourné pour même pas $1 million. Quand tu vois la tête, il n'a pas d'introduction. Je pense clairement que il n'a pas pu tourner certaines séquences qui étaient annoncées. Crucial, qu'il n'a pas pu les tourner. Mais d'où l'intérêt effectivement de lui financer un film. Et c'est visible, hein, Alex, tu me valideras ou pas, mais c'est visible qu'il manque des séquences. Il y a des séquences qui n'ont pas été tournées. Mais il manque un cinéaste aussi. Non, il y a un grand cinéaste derrière. Il y a des bribes, mais je pense qu'il y a pas, les séquences n'ont pas été tournées comme il est fatigué. Il est fatigué, Papy, quand il fait son film. Quand on l'a croisé une fois, il était fatigué quand même. Il est assez. Et parlons un peu là, parce qu'on a plus beaucoup de temps, de L'Esprit de Quin et Femme Fatale. Et pour moi, il faut parler de ces deux films-là, parce que c'est vraiment deux films. Femme Fatale, je l'ai vu une fois, j'ai pas grand souvenir. C'est pareil, une séquence à moto, vite fait. Bah, Femme Fatale. Et L'Esprit de Quin, disponible chez nos partenaires en Blu-ray avec l'édition Director's Cut remontée pas par Brian De Palma mais par un fan chez Elephant Film qui sont des partenaires là. On fait pas de pub mais on travaille bien disponible depuis 2 ans déjà. Oui, il est sorti il y a 2-3 ans. Parce que un super Blu-ray. J'étais assez demandé. Ouais, donc oui, belle édition Blu-ray. Mais gros film malade aussi. Mais gros film malade ou pareil. Schizophrène à moitié. Mais qui a de vraies fulgurances. Et la fin c'est quand même assez jouissif. Bon, là c'est vraiment l'exemple type où on peut rebondir sur Domino où De Palma a eu des problèmes avec les producteurs, mais il y a eu le budget pour finir son film. Ouais. Voilà. Donc là on peut vraiment comparer sur les Femme Fatale pour moi c'est un film. Alors je connais pas trop l'histoire de Femme Fatale. Femme Fatale, je peux pas dire dans quelles conditions il a été fait. Ça commence par une scène grandiose qui est l'une des plus grandes scènes de la filmo de Palma carrément, c'est à Cannes quand même. Je sais pas c'est la vol du bijou, le vol du bijou. Voilà, c'est je sais pas 20 minutes. Enfin tu te dis ça va être un chef-d'œuvre quoi. Il retrouve tout ça et puis après le film est objectivement bourré de virtuosité quoi. Il y a vraiment enfin moi je l'ai découvert à la Cinémathèque là dans la rétro de Palma, je l'avais jamais vu. Je le répète, on n'a pas de partenariat. Et surtout qu'on a des choses à leur reprocher. Vous retrouverez Sébastien à la Cinémathèque moins de minutes au premier rang avec son sac plastique. Enfin voilà, non je ne suis pas Jean Pahu là, attention. Putain ils vont croire que je suis Plastic Man là, donc non. Ouais donc Femme Fatale ça commence par une scène grandiose et après en fait le film se regarde super bien en fait, t'as vraiment tout De Palma quoi, c'est vraiment jubilatoire, en plus il y a
Rebecca Romijn-Stamos. Juste Robiche maintenant. Ouais, peut-être, je m'en fous. Voilà. Bon, aujourd'hui Mystique, oublié. anciennement mystique. Aujourd'hui oublié quand même. Ouais, mais bon, elle était quand même magnifique. sacrément canon, quoi. Et De Palma ne se privait pas de la filmer de manière sexy, on va dire. Enfin voilà, le film. Avec Antonio Banderas en paradis, c'est ça? Ouais. Le film se regarde super bien, tu retrouves tout De Palma. Il termine, je vais pas raconter, hein, mais il termine sur un twist, mais sûrement le twist le plus honteux possible, quoi. En fait, vraiment le truc. Si en école de cinéma t'écris un truc comme ça, tu te fais virer, quoi. Tu te fais virer. C'est juste le truc qu'il faut pas faire, quoi. Je peux pas en dire plus, mais c'est vraiment. Tu te souviens pas? C'est vraiment. Voilà, il sabote son film sur la fin, quoi. Donc après, on parle aussi de Femme Fatale comme d'un film malade. En fait, je pense que c'est un film qui, à l'époque, les gens ont eu du mal à le prendre au sérieux. En fait, c'est vraiment comme ce qu'on reproche maintenant. En fait, tous les effets de style de De Palma sont dedans, et en fait, on a presque l'impression d'une parodie à certains moments, quoi. On a l'impression d'un mec qui essaye de faire De Palma, quoi. À part sur la scène d'intro, qui est vraiment un morceau de bravoure, où il n'y a que De Palma qui pouvait faire ça, quoi. C'est vraiment une longue scène où tu te dis, mais c'est brillant, quoi. Et après, t'as l'impression d'un pot pourri, au fait, de tous ces maths De Palma, à un point que ça devient presque parodique. Mais en même temps, le film est, je pense, assez passionnant pour ça, sauf la fin t'en tombe des nues, en fait, quoi. Tu te dis, c'est pas possible, quoi, d'avoir écrit ça, quoi. Et voilà, pour moi, c'est un peu comme L'Esprit de Quin, quoi. C'est deux films que je mets, qui font partie de ces films qui sont objectivement bourrés de défauts, mais en même temps, tu jubiles quand même à plein de moments, quoi. Ce que il y a toujours même les morceaux de bravoure, c'est toujours à la limite du mauvais goût, en fait, dans L'Esprit de Quin, franchement. Oui, donc L'Esprit de Quin, parce que t'as pas beaucoup parlé de L'Esprit de Quin. Ouais, c'est difficile d'en parler quand tu l'as pas revu depuis. Je l'ai vu pendant la rétro, je l'ai pas revu depuis, mais l'acteur fétiche John Lithgow, il cabotine comme un ouf dedans, mais vraiment c'est un. Qui joue un gros schizo. Ouais. Acteur fétiche de Brian De Palma. Ah oui, il joue dans Obsession, dans plein de films, dans Blowout, c'est souvent le méchant. Non, plus. Il est dans Fury. Si, il est dans Fury. Il est dans Fury, il est pas un flic, il est dans Fury. Il est dans Obsession. Enfin, il est dans beaucoup de films, quoi. Si, il est dans Fury, je crois. Et L'Esprit de Quin, en fait, c'est la première partie, t'es perdu, quoi. Tu fais, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Le montage est relou, enfin, tu te fais chier. Tu t'arrives pas à t'accrocher, au fait, à poser ton regard. À t'accrocher à quelque chose, quoi. C'est un peu une prémisse de Dexter, quand même, hein. Tu sens que le mec est schizo, en effet, mais. Non. Ou du personnage que John Lithgow interprétera dans la saison. Non, c'est pas le même genre de perso. 4. Je te regardais du coin de l'œil. Saison 4. Il y a un moment où d'un coup tu retrouves le De Palma qui balance des scènes qui sont sur le papier, c'est grotesque. Ouais. À l'écran, il y a la séquence du supermarché, enfin du mall, c'est ça ou... Il y a une scène à la fin, je me rappelle où il y a un jeu d'ascenseur. Oui, jeu d'ascenseur. Oui, c'est ça, c'est pas la grande scène du film. Si. Je sais plus, avec un bébé peut-être. Ouais, t'as un bébé. C'est flou dans mon esprit, mais je me rappelle d'un truc comme ça avec des ralentis. Et le film est flou. C'est du pur De Palma, et en même temps, il y a un petit truc qui va pas où tu dis, c'est grotesque. Mais en même temps, tu prends quand même du plaisir à le regarder. Contrairement à Passion et sûrement Domino, que j'ai pas. Voilà. Domino, tu prends pas de plaisir. Ah non, Domino, tu prends pas de plaisir. L'Esprit de Quin, en fait, t'as conscience de ce qui va pas, mais en même temps, tu prends quand même ton pied, quoi. Et c'est pareil pour Femme Fatale. Je comprends même pas pourquoi Domino sort, même en vidéo. Parce que c'est Brian De Palma derrière et que ce serait frustrant de pas le voir. Mais les gens voulaient le voir. Les gens voulaient le voir, malgré tout. Mais c'est vrai que payer 20 balles pour ça. Il a 19 €, 20 € le Blu-ray. Bon. Heureusement qu'on l'a acheté pour. Avec les sous de la rédaction, parce que. Non, mais bon, quand même, faut pas exagérer, mais bon, quand même, quoi. Enfin, faut se dire. Mais du coup, même le Dahlia Noir, qui est un film aussi très malade, quand même. Très malade, mais il y a quand même du De Palma. Parce qu'il se mesure au roman aussi, faire attention. Le roman est inadaptable de toute façon. Même sans avoir lu le roman, le film, tu sens quand même qu'il y a un truc qui. Moi j'ai bien aimé, mais bon, je l'ai vu comme ça. Il y a quand même la galerie de freaks, les trucs bien malsains, pervers, quoi, vraiment, où tu retrouves la scène de bout d'essai avec la meuf hyper glauque, et en plus c'est De Palma qui fait la voix du réalisateur, un truc un peu glauque. Qui met en scène. Qui fait miroir à Meurtre à la mode. Où il fait pareil, il y a une scène d'audition qui introduit le film et avec des photos où il demande à des actrices de se dévêtir pour des possibles films érotico-porno. Et c'est Brian De Palma qui est derrière la caméra. Il fait ça dans le Dahlia Noir. Je crois que c'est lui. Ouais, c'est lui. Il déshabille-toi. Mais du coup, le Dahlia Noir. Il a la même chose dans Meurtre à la mode. Quand même. Dans Meurtre à la mode. Le Dahlia Noir, moi la première fois que je l'avais vu, j'avais pas du tout aimé. Je l'ai revu
tardivement et intéressant de le revoir dans un cycle en fait. Ouais, je l'ai vu au ciné, pas à la cinémathèque, mais j'ai eu l'occasion de le revoir en salle, quoi. Et il y a des choses qui vont pas, quoi, clairement, mais il y a quand même du. J'ai pas de souvenir trop. C'est un film, voilà, on a du mal à. J'ai même pas de souvenir de Scarlett Johansson ou du reste. En fait, il y a un côté académique. En fait, c'est bizarre parce qu'il y a un côté à la fois très malsain et. Il n'y a pas de director's cut, hein, c'est pas sa version à lui. Non, hein. c'est pas sa version à lui. Et en même temps, il y a un côté académique. Un peu chiant. Enfin, Mais voilà, il est le vénéneux. code du film le noir. film. Ouais, voilà, mais. Il y a un truc qui. Mais déjà, l'adaptation était casse-gueule, hein, parce que le roman est déjà. Non, mais c'est compliqué, inadaptable. Hein. Elroy, de toute façon, en général, c'est inadaptable. Elle est confiée dans le show, c'est un grand film, mais je pense pas que ça soit très proche du roman, quoi. Ah, c'est quand même. Alors, t'enlèves des parties, des grosses sous-intrigues, mais l'essentiel, je trouve que c'est une de ses meilleures adaptations. Alors, Lui, est-ce il que déteste, De Palma a pas réussi à avoir un bon scénariste sur le dernier Anor, quoi? Je sais pas c'était qui le scénariste. Bah, généralement, il est scénariste lui-même, parce qu'il aime Attends, bien. mais en plus, je crois que c'est un scénariste connu, c'est pas. C'est connu, je crois. C'est pas Richard Kelly? Non. Non. Bon, Ouais, continuez, je vais chercher. Après, ça pour vous, dépend, parce que tu vois, sur les jeux. Après, il sait s'entourer aussi, hein, parce que les C'est un Incorruptibles, scénariste il a connu, David Mamet, il a David Coep pour l'Impasse, et il a quand même Robert Tone pour Mission Impossible. Donc, Ouais. Donc, ses meilleurs films sont pas forcément ceux qu'il a écrits d'ailleurs, je trouve. Non, mais bon, il a toujours un œil quand même dessus. Ouais, hein. oui, bien sûr. Il travaille Oliver Stone sur avec les Scarface scénaristes, quand même hein, aussi. ouais. Non, il a toujours eu des gros. Et scénaristes. Blowout, qui est un de ses grands films. Oui, aussi. vous avez pas parlé, on va conclure parce que bon, l'émission va Moi, je pas pense tarder à se qu'on finir. aurait pu parler de Mission to Mars aussi, que moi j'aime bien. Bah, on peut finir sur Blow Up et Mission to Mars, c'est ce que vous avez dit. On va commencer par Allez, Blow Up. vas-y, Non, mais Blow Up, Alex a tellement envie de parler de Blow Up, grand Ouais, film non, oublié de. Bah de pour Palma, moi quand c'est... même. Enfin moi j'adore l'Impasse, mais le film que je mets à côté c'est Blowout, parce que pour moi c'est un petit bijou ce Grand film de comment dire, de paranoïa Ouais, grand post années 70. Sur un Ouais, preneur de Gates, son, un John preneur- Travolta qui joue un preneur de son, Ouais. qui cherche le cri parfait. qui cherche le cri parfait avec cette fin horrible que mais t'as pas vu Mathieu. On Non, va pas j'ai toujours pas spoiler. vu. Mais Il n'y a pas grand chose à dire sur le... Enfin s'il y a plein de trucs à dire sur le film, on pourrait y passer des plombs. Moi je l'avais... Je pense est-ce que qu'on peut le façon, rapprocher de Conversation secrète de Coppola? Oui, Blow Up, oui. Et dans Blow Up, clairement, Antonioni. il a clairement pompé sur Blow Up, D'Antonioni? d'Antonioni, Oui, où donc il il- cherche à partir d'une photo, Et donc là, il cherche à partir il du cherche à film. partir d'un son. D'accord. Et la Et fin alors est ouais, Et inoubliable. alors c'est vachement bien. Bah, développe les. Non mais Bah, du c'est coup compliqué, là, c'est enfin, compliqué à développer en plus sans spoiler, mais je trouve que c'est quand même le sommet en plus de la collaboration entre De Palma et Pino Donaggio. Je trouve que la musique est magnifique. Et John Lithgow qui joue le méchant, en fait Travolta joue un preneur de son qui enquête sur un assassinat, qu'il a enregistré avec un micro, et il mène toute une enquête, il y a une espèce de théorie du complot, enfin Je l'ai vu qu'une fois. il met à jour un espèce de Je peux faire plus complot, et D'accord. toute cette parano, et le film est assez sombre. Hein, Ah bah oui, la fin. de toute façon, la vision qu'a De Palma généralement sur le monde est assez sombre, hein, parce que ses fins sont rarement... Ouais, Oui, Rarement donc ça va optimiste, vraiment hein. dans le sens du film paranoïaque Ah, des années complètement, 70, Les Hommes du Président. avec un vrai sens Conversation du tragique secrète, et du cinéma derrière. ouais. C'est avec Nancy. Avec Nancy Allen. Nancy Allen, ouais, il se quitte après, juste pendant le tournage. Nancy Allen qui, ça m'avait fait marrer, qui a dit dans une interview qu'elle avait une fois offert un télescope à Brian De Palma, Oui. et qui s'en était jamais servi pour regarder le ciel. Et là, on remet sur. Comment ça s'appelle le film avec. Le Hitchcock. Fenêtre sur cour. Fenêtre sur Bah, cour. Body Double, c'est le début. Ah bah, c'est clairement clairement, Fenêtre sur cour. ouais. Comme Obsession, c'est Vertigo. Et... Ouais. Non mais voilà, c'est Hitchcock de toute façon. Et Body Double, on n'a pas trop parlé aussi de Body Double. Ah, The Double, moi j'adore. Hein. C'est C'est pas mon préféré. c'est années 80 à donf. C'est l'acteur principal, il a vraiment une charisme. Craig d'huître, Watson, quoi, ouais. moi je l'aime bien, il est sympathique, mais il a vraiment une tête années 80. Voilà, il est pas vraiment de charisme. Et donc ça plonge dans le striptease et le monde du porno, c'est T'as ça? Mélanie Griffiths Ouais. qui a une coupe de cheveux années 80 à mort aussi, donc forcément ça puis, vieillit à ce niveau-là. mais, Relax. Ouais, la chanson oui, La qui avait servi réplique, d'ailleurs. de clip hein, Ouais. pour le... Mais le film est vraiment. Enfin, bon, Ouais, il y a deux clips il y a officiels le pour le morceau. film. En fait, dans Pulsion, le morceau de Bravoure, c'est la scène dans le musée, de filature amoureuse dans le musée, et dans Body Double, c'est la scène dans la rue où il la suit. Ouais, il la suit. Et où là, c'est brillant, c'est du pur De Palma. Pour moi, c'est les morceaux. Si on doit me demander c'est quoi mes scènes favorites chez De Palma, je penserai à ces deux scènes-là. Quoi. D'accord. Il Avec répond à la quel l'impasse, film pour tu vous vois. Body Double, il répond à quel autre film de chez De Palma?
chez De Palma, je sais pas, il répond vraiment à fenêtre sur course, c'est sûr, avec une je dose crois, de perversité supplémentaire, il y a quelques scènes de meurtre, c'est avec la perceuse là. Ah oui, bien. Mais il répond à pas d'autres, il est assez unique en fait dans sa film. Ouais, ça fait partie, c'est un peu, je dis, de ces films Hitchcockiens quoi. Il y a un côté très ironique à la fin. Donc ça fait Pulsion et Body Double. Et Body Double. D'accord. Obsession, pareil, on en a pas parlé, mais moi je trouve que c'est un grand film qui est un peu mal aimé. Ouais, Obsession, ouais. Avec John Lithgow aussi. Ouais. Quelle année je le connais 77, je crois. Non. Qui est assez 76. Dans mon souvenir, ça part sur un truc vraiment tordu. Ah oui, juste avant Carrie, je le connaissais. Cliff Robertson. Oncle Ben. Ouais. Ah bah bien sûr, mais qu'est-ce que je vous dis? J'ai pas entendu avec De Palma sur le tournage. Ah oui, mais je confondais avec Pulsion, mais bien sûr, Obsession, oui, bien sûr, oui, Cliff Robertson qui avait un peu le boulard. Ouais. Un peu le boulard alors que c'était un acteur un peu has-been à cette époque-là. Bah ouais. D'accord. Et donc Mission to Mars. Mission to Mars. Tu veux tellement en parler depuis le début de l'émission. On est arrivé dans le studio, il nous parlait déjà de Mission to Mars. Non, mais c'est un film qui est... T'as découvert le problème de Palma avec ça ou... Ah non, pas du tout, non, je l'ai découvert avec Carrie, je pense. Et après, je sais plus. C'est le dentiste. Oh là là. Je pars. Non, je crois que c'est vraiment Carrie le premier. Après, je sais pas, je peux pas te dire, ça fait longtemps que j'ai découvert De Palma, donc j'ai enquillé les films. Scarface, je l'ai vu ado. On a tous en nous du De Palma. Mais non, Mission to Mars, je l'ai découvert tardivement, je l'ai découvert dans la rétro, la cinémathèque, je l'avais jamais vu. Je l'ai vu en DVD. Ah non, qu'est-ce que je dis comme connerie? Non, je l'avais vu avant, mais tardivement, je l'ai vu chez moi en DVD. Et bah, c'est un film, c'est difficile d'en parler rapidement. C'est un film, Sébastien. Rapidement, là, en fin d'émission, tout seul, comme ça, j'ai pas préparé en plus, donc... Ouais, il montre l'heure là, j'ai plus le temps là donc. Non, mais vas-y, Mission to Mars, que dire, c'est un film pareil. Un film malade quand même aussi. Ouais, je dis beaucoup, c'est un film. Je sais pas quoi dire. C'est un film. J'aime bien ce film. C'est un film rouge. C'est très sentimental. Quand même dans l'espace là quand ils essayent de récupérer. Ouais, c'est un film qui est très sentimental. Je peux pas m'en empêcher, c'est très sentimental. C'est très sentimental, très mélo. Il y a un côté mystique à la fin. Un peu foiré. Qui est passé pour ridicule auprès de la critique du public à l'époque, quoi. Ça a été mal compris. Je sais pas, le film a dû être mal vendu, ça a pas marché, quoi. Je trouve qu'aujourd'hui, malgré ses faiblesses, je sais pas, en fait, le film est assez court. Ouais, je comprends. Donc on peut peut-être dire qu'il y a peut-être un problème d'ampleur pour vu tout ce qu'il entend englober, quoi, au niveau du discours sur l'humanité. Enfin, encore problème avec des producteurs. C'est peut-être un peu trop pompeux au fait pour un. C'est avec la Warner qu'il a tourné, hein. Je me rappelle. C'est un film Warner. Mais moi je sais pas, je trouve que c'est touchant en fait. En plus il est en pleine période rouge, c'est la pleine période où tout le monde allait sur Mars pour tourner des films, quoi. Il y a des planètes rouges. Il y a une histoire de deuil au début. Ouais, qui est hyper touchant. Je trouve que c'est vraiment touchant en fait. J'aime bien Gary Sinise dedans. Puis Tim Robbins. Ouais, c'est. Oui, gros casting en plus. C'est agréable. Madeleine Stowe aussi, c'est ça? Ouais, je crois. Madeleine Stowe, la sublime Madeleine Stowe. C'est elle? C'est elle dedans? Ouais. On a perdu Seb. Pense à Madeleine Stowe. Ah ouais, je repense à elle dans le dernier des Mohicans là. Ah, tu penses pas à elle dans Tony Scott? Je l'ai pas vu. Lequel? Revenge. Apparemment, elle est sublimée dedans, ouais, mais. Ouais, le film est pas ouf quoi. Mais Michael. C'est hot, hein, je crois, non? Ah ouais? Un peu, c'est Kevin Costner, c'est un peu genre. C'est un peu celui-ci, puis après Sens Unique où c'est très très chaud aussi, Sens Unique. Super bien avec quoi? Non, c'est avec. C'est les films qui passaient sur M6. Mais si, avec la fille dans Blade Runner. Sean Young. Je crois que c'est Sean Young. Quelle époque. Enfin bref, voilà. Que des actrices oubliées aujourd'hui. Madeleine Stowe dans le dernier des Mohicans, pour moi c'est quand même. Voilà, putain, Michael Mann l'a sublimé. Enfin bref, c'est pas le sujet. Tu sais, il y a le Blu-ray qui ressort aussi chez ESC là. Ouais, ah bah ça je vais me faire plaisir, t'inquiète pas. Avec Robin des Bois de Kevin Costner aussi qui ressort. Ouais. Bref, Mission to Mars, c'est difficile d'en parler comme ça vite fait à la fin des émissions. C'est un film, voilà, un film intéressant, qui a des... C'est rouge parce que ça se passe sur Mars, forcément. Mais t'es pas obligé d'être sur Mars et de mettre tout rouge. Hein. Non, mais je trouve que même moi la fin, je la déteste pas, franchement, avec cette vision mystique, enfin c'est pas dégueulasse, ouais. Bon, il y a des extra, il y a E.T. qui se débarque, quoi, c'est tout. Ouais, voilà, dans l'extraterrestre, mais je sais pas, moi ça m'a toujours fasciné, sur les histoires comme ça, donc je sais pas, c'est ailleurs, c'est dans ailleurs. Je t'ai dit qu'il y avait des extraterrestres, je t'ai balancé ça comme ça. Non, mais il y en a un à la fin. Ah, il y en a un, t'as pas vu? Ah, mais non. Spoiler.
Bon voilà, Mission to Mars, je pense que de toute façon faut le voir, c'est un film vraiment très mal vu de pas mal de gens. Bah oui, il est pas mal détesté. Il faut voir tous les De Palma sauf Passion et Domino. Non mais regardez, franchement si vous êtes tenté, allez voir, regardez toute la filmo tranquillement et puis faites votre avis quoi. Il y a toujours des choses à prendre, même dans Domino il y a quand même des choses à prendre. Il y a beaucoup de choses à laisser quand même. Non mais il y a la scène de l'ascenseur. l'a défendu. Ouais, non mais il y a la scène de l'ascenseur quand même, il y a la course poursuite. Bon, à force de voir les tomates, on sait très bien qu'ils vont tomber dans les tomates. Ouais. Mais putain, le nombre de plans sur les tomates, dès que tu les vois, tu fais ok, ils vont se casser la gueule dessus. Bon, mais en tout cas, la seule grande séquence c'est celle-ci et puis Ensuite sur les toits, ouais, c'est la plus réussie je trouve. Ouais, et puis la corrida où tu réfléchis. Ouais, mais elle est foirée la corrida. Bah en fait la corrida tu regardes Snake Eyes et puis après tu vas sur la corrida et on n'a pas beaucoup parlé de Snake Eyes. Et tu te dis que pas le temps. tu te dis que finalement ouais t'aurais eu un grand film s'il aurait tourné ça façon Snake Eyes, je parle juste, enfin je l'ai déjà dit tout à l'heure mais vraiment la scène d'intro, le faux plan séquence avec Nicolas Cage qui est complètement fou furieux, voilà, c'est presque la performance de sa vie et pourtant Dieu sait que Nicolas Cage en a des performances survoltées dans sa carrière. Et l'actrice aussi pareil, ce personnage féminin qui renvoie aussi beaucoup à Hitchcock, à Pulsion, qui renvoie aussi à Femme Fatale. En fait quand j'ai revu Snake Eyes dans la rétro de Palma, non parce que Femme Fatale c'est après. C'est après, donc c'est Femme Fatale qui renvoie à Snake Eyes. De toute façon on était tout le temps dans la même salle. À côté comme ça, vous saviez pas. Sans savoir, c'est pour ça qu'il y a avait cette tension aussi dans la salle. Mais en fait la fin de Snake Eyes est foireuse, en fait, la fin romantique. Mais il dit bien, c'est pas sa fin, il voulait pas ça. En fait c'est le gros problème de Palma, il a jamais fait les films qu'il a jamais voulu, il a pas voulu. C'est une fin hollywoodienne quoi, qui colle pas quoi, alors que le film il a jamais fait les sacrément virtuose quoi. Il y a une photo sublime, enfin, c'est vraiment. C'est le dernier grand film. J'ai quand même pris mon pied à le regarder. Oui, après il y a des films intéressants comme Femme Fatale, Mission to Mars, même le Dahlia Noir, le Redacted, mais c'est son dernier grand film. Vraiment Snake Eyes c'est le dernier, ouais. Mais il a quand même des belles fins. Blowout, moi je trouve que c'est une de ses plus belles fins. Ah bah la fin est top, oui. Bah on s'en souvient pour ça quoi. D'accord. Bon bah je suis prévenu comme ça. Voilà. Ah bah je vais entamer un petit demain. Ouais, je vais voir ce soir. Non, pas avoir le temps. Bon bah messieurs, ça va se conclure. Comme toute bonne émission et tout bon podcast, parce que bon on fait pas dans l'originalité. Une petite recommandation et bah tu m'as fait penser proche de Palma ou même conseiller un film de la filmo de Palma, je vous laisse tout libre. Tous les films je les ai déjà conseillés dans l'émission, j'ai dit Mission to Mars. Mission to Mars, c'est un film à voir. Non mais là tu m'as fait penser la sortie prochaine du dernier des Mohicans en Blu-ray de Michael Mann. Je crois qu'en bonus il y aura même l'original. Enfin une première adaptation du roman qui était sortie en DVD au préalable et là qui sort en Blu-ray HD dans cette édition. Et donc, voilà, j'espère que c'est ESC. ESC, ouais. Moi j'adore ce film. C'est pas le plus aimé de la film de Michael Mann, mais il y a un lyrisme, un romantisme, il y a des scènes absolument sublimes. Et puis si vous voulez le voir, il est disponible sur Prime, si vous voulez pas l'acheter en édition vidéo, vous pouvez le voir sur Prime. À savoir que tous ceux qui ont des abonnements Amazon, des comptes Amazon et des abonnements Amazon, vous avez accès à Prime, vous le savez, donc ou pas, donc on vous l'apprend, donc vous pourrez voir le dernier des Mohicans dessus. Sur Netflix aussi, je crois qu'il y est dispo sur Netflix, à vérifier. Où il y était, mais sûr il est sur Prime parce que je l'ai revu dernièrement sur. Il y a une musique absolument grandiose, sublime. Et Daniel Day-Lewis. Et puis il y a Madeleine Stowe. Ouais. Et Daniel Day-Lewis quand même. Ah oui, qui est très bien, mais Madeleine Stowe. Quelle VF de Bruce Willis en VF, c'est horrible. Ah ouais. À savoir que Daniel Day-Lewis a joué le Mohican pendant 4 ans après ça. Il s'investit tellement dans ses rôles qu'il était Mohican. Il a vraiment appris à tirer à l'arc en courant, tout ça. Daniel quoi. Donc voilà, le dernier des Mohicans. N'oubliez pas. Et toi, voyez Blowout. Oh, tu fais pas original. Et en reco. Ah mais ça peut être ta reco si tu veux vraiment appuyer sur Blow Up. Non, et en reco complètement hors sujet. Non, j'ai pas de truc complètement hors sujet marrant à regarder. Qu'est-ce que. T'es pas obligé de faire original, non, pas du tout. Qu'est-ce qui t'a convaincu ces derniers temps, en série ou en film? Ah bah mon dernier coup de cœur c'était c'était La nuit nous appartient, la Cinémathèque. Bah voilà. Voyez James Gray. Voilà. Je voulais revoir The Lost City of Z et puis non, je suis pas allé.
Non, mais voyez tout De Palma, c'est ma recommandation, parce que malgré tout, ça reste un cinéaste intéressant. J'ai rien à Bien dire sûr, mais bon, c'est original. Et toi, Mathieu? Voyez Pacific Rim. Ah putain. Le débat interminable pendant les pauses déj, Transformers ou Pacific Rim. Non, j'ai pas grand chose d'original à dire. Attends, on n'avait pas dit qu'on se pouillerait sur. Ah si, sur Joker, on avait dit qu'on se pouillerait. Mais bon, tant pis. Bon, alors, et toi, alors, Mathieu? Tu recommandes quoi? Je recommande quoi? Ne dis Pas pas le Joker, non, parce que non, mais tout le monde va le voir, c'est un peu le film à la mode à l'époque. Non, c'est un bon film, de toute façon ma critique est disponible sur Close Up Magazine. Le mec qui fait de l'autopromo. Bah non, mais je vais pas en parler, mais si les gens sont intéressés Non, par mais notre avis en général, la critique est dispo. Je sais pas, une sortie Blu-ray comme moi, ou je sais pas. Tu vas prendre mon rôle là, c'est ça? Je te lance, tu vas pas te sortie lancer tout seul. Blu-ray. Sortie Blu-ray. Le mec il nous parle, il nous demande de faire des recos. Bah, en fait, non, mais j'y réfléchissais, mais j'arrivais pas à trouver. Non, j'aurais encore envie de vous conseiller. Bon, ça va être un film qui va cartonner sûr, mais on en a pas parlé. Terminator Dark Fate. Non, du tout. Alors, bien au contraire. Non, on n'en a pas parlé sur le site et ni en podcast, mais on peut. Moi, je vous recommanderais d'aller voir le dernier Toledano et Nakash en norme avec Vincent Cassel et Reda Kateb. Un nouveau grand film du duo. Les mecs ont toujours cette intuition, cette justesse, ce réalisme palpable en permanence et le fait de faire passer pas un agréable moment, mais j'ai pas peur des mots, mais c'est un nouveau grand film. Et tu as pleuré. Après le sens de la fête où c'était un film plus mineur, un peu plus amuse-gueule, un peu plus festif, qui était plus sympathique, là il retourne sur un sujet un peu grave, qui peut sembler assez facile comme ça pour aller chercher l'émotion, et finalement ils en tirent un nouveau film assez poignant, assez bouleversant, donc je vous conseille vraiment d'aller voir Hors Norme, ou aussi d'aller voir totalement pour d'autres raisons Chambre 212 de Christophe Honoré. Pour d'autres raisons, ouais. non, pour d'autres raisons, parce que c'est un beau conte à la Dickens. Parce que Chiara est nue. Non, voilà, pas sachez-le. parce que non, c'est pas ça du tout, c'est un beau conte sur un beau conte de cinéma sur l'amour, son passé. Oui, c'est très mélancolique. L'usure et comment maintenir cette flamme. Voilà, comment maintenir cette flamme et comment aussi le passé peut jouer aussi dessus. Donc il y a des traversées de temps pour expliquer tout ça. Avec Vincent Lacoste aussi, qui est toujours aussi excellent. Bah, pour une fois, il articule. Ça, non, mais il est excellent, il est à l'aise, il est vraiment à l'aise avec Christophe Honoré, a bien su le diriger. Donc, mais il devient très 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 bien après Amanda. Vincent Lacoste devient vraiment un acteur majeur du cinéma français. Ouais. Bon, bah cette émission se conclut, merci messieurs. Après l'entame très compliquée, notre match qui s'est pris à moins à 10 fois. Un peu de mal à se lancer, oui, mais bon, voilà. Voyez un film en tout cas. Voilà, voyez ce film, Mission to Mars. Non, mais allez au cinéma et puis on vous dit à la prochaine fois. Je sais pas, ça sera peut-être pour Noël. On vous assure pas une émission spéciale Noël parce que ça sera peut-être un peu facile, mais non, mais d'ici la fin de l'année. Voilà, ça sera une petite émission. Espérant que Seb viendra avec une doudoune parce qu'il est toujours en t-shirt et on est presque au mois de novembre. Bah ouais, mais il faisait bon quand je suis parti. Il fait bon. Ouais, il fait encore un peu bon. Peut-être que Emmerich sera là. Ah, peut-être Emmerich sera là. Peut-être Ghislain aussi. Hein, c'est vrai que là ça fait quelques émissions qui ne sont pas disponibles. Il faudrait qu'il arrive à l'heure, quoi, Emmerich, parce que sinon on n'ouvre plus la porte. Et on répond un peu à vos commentaires, peut-être une présence féminine pour la prochaine. Je suis désolé, il n'y a que des présences masculines. Mais malheureusement, il n'y a pas de journalistes de notre entourage et de la rédaction qui sont disponibles quand on fait les podcasts. Ça dépend, oui. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on cale une date. Ils ne sont pas dispo, ils sont ailleurs. Donc, elle va qu'à leur occupation. Voilà. Donc, on peut pas toujours être partout. Je vous assure qu'on fait notre maximum. On travaille avec des femmes. Voilà, dans mais on fait notre maximum, mais bon, à chaque fois ça tombe mal, c'est bizarre. C'est vrai que c'est depuis notre première émission. Non, il y avait Adélaïde pour notre première émission sur Mission Impossible. Donc, oui, et souvent elle n'est pas toujours. Mais après, elle n'est pas toujours disponible. Parce qu'elle a une carrière hollywoodienne. Bon, les filles, on vous embrasse en tout cas. On vous aime. On vous aime, hein. On vous embrasse si vous voulez bien. Voilà, si vous voulez bien. Hein. Oui, bien sûr, parce qu'on veut pas de. On respecte. Voilà. Mais en tout cas, on essaiera la prochaine fois pour une émission, de faire une émission avec des filles. Bon, allez, à la prochaine fois, chers auditeurs, et puis on vous fait la bise. Bisous. Ciao.